Bonjour, mon nom est Pierre Drapeau, je suis président, directeur général de la Fédération des chefs d'entreprise du Québec. Il me fait plaisir de vous recevoir dans cette série de balados qui s'intitule Les Semaines de la défense canadienne. Cette série de balados s'adresse particulièrement aux entrepreneurs québécois. Les entrepreneurs québécois qui actuellement sont peut-être déjà en affaires avec les grands donneurs d'ordre, que ce soit au niveau canadien ou à l'extérieur du pays, dans le secteur de la défense, mais aussi aux milliers d'autres entreprises qui se posent des questions actuellement, à savoir s'il y a des opportunités d'affaires potentielles dans les prochaines années pour elles dans cette filière économique d'importance dans laquelle il y a des dizaines, voire des centaines de milliards qui seront investis, tant au niveau des opérations de la défense que des infrastructures en tant que telles. Alors déjà, on entend quelques histoires à succès au Québec d'entreprises qui se positionnent très habilement et je les félicite personnellement. Évidemment, ça augure bien pour plein d'autres entreprises industrielles qui sont parmi nos fleurons, mais pas nécessairement aussi les grandes entreprises, mais aussi les plus petites qui peuvent faire partie d'une chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est des questions de fond qui se posent et qu'on va se poser tout au long en essayant de donner des réponses, évidemment, avec les invités qu'on a mis à la programmation de cette série de balados. Pour plusieurs d'anciens militaires, mais aussi des gens qui font partie de la fonction publique, des gens qui font partie de l'écosystème, des observateurs aussi, qui en ont long à dire sur le secteur de la défense parce qu'ils s'y connaissent, ils y ont œuvré pendant plusieurs années. Alors, évidemment, je vous présente notre collaborateur pour cette série de balados, M. Yvan Blondin, ancien chef de l'aviation royale canadienne. C'est un Québécois, fort sympathique d'ailleurs, qui a mis à contribution une partie de son carnet d'adresses pour faire en sorte que cette série de balados soit un véritable succès. Et j'espère que vous serez en même de mesurer l'efficacité et la pertinence de ces balados au cours des prochaines semaines. Il y aura une première série de balados qui va être diffusée donc en avril, ensuite ça va être en juin, ensuite en septembre et un peu plus tard à l'automne, probablement vers la fin octobre. Merci beaucoup et bon visionnement à tout le monde. Bonjour, bienvenue à cette première semaine de la défense canadienne. Je serai votre hôte pour cette série de rencontres avec des experts canadiens que je désire amener puis discuter de différents thèmes, les différentes facettes de cette formidable mobilisation qu'on peut voir ici au Canada, là, autant qui nous vient du gouvernement, mais aussi de cette industrie là, qui veut supporter l'effort canadien, puis la population là, qui suit ce qui se passe là, avec intérêt. C'est une période là, inédite, en tout cas de mon vivant, dans ce qui se passe au point de vue géopolitique mondial, avec ce qui se passe avec la Russie, ce qui se passe avec la Chine, mais surtout l'addition d'un nouveau facteur, c'est l'incertitude stratégique américaine qui a été le pilier de notre positionnement défensif là, dans l'ouest du monde pour le dernier siècle. Puis maintenant, là, les États-Unis qui se retirent, puis qui développent une incertitude là, pour ses alliés européens, pour les alliés canadiens, pour les alliés dans le Pacifique, qui chamboulent un peu le positionnement géopolitique total. Vers ça, aujourd'hui, j'accueille le général Giguère. Le général retraité, Richard Giguère, c'est un officier du 22e régiment. Au sommet de sa carrière militaire, il a commandé les forces terrestres au Québec. Il a aussi été attaché militaire à l'ambassade de Washington pendant 3 ans, là, où il a suivi ce qui se passait en fait de relations politiques entre les États-Unis puis le Canada. Depuis sa retraite, il enseigne à l'Université Laval, puis il est aussi son directeur adjoint du Centre sur la sécurité internationale de l'université. Il œuvre aussi au sein d'une organisation à but non lucratif, InnoCentre, qui offre ses services pour aider les petites et moyennes entreprises au Québec
surtout en conseil stratégique, puis dernièrement, depuis la dernière année, InnoCentre a voulu développer un volet défense, puis a amené le général Giguère là, à développer ça là, pour InnoCentre, puis est impliqué là, un peu partout là, depuis les derniers mois. Général Giguère, bienvenue. Merci beaucoup pour l'opportunité, Général Blondin. C'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Écoutez, dans notre rencontre, je voudrais aborder un thème souvent mentionné par le gouvernement canadien quand il discute de sa stratégie industrielle de défense, les capacités souveraines prioritaires. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de démêler ces priorités-là, puis d'expliquer ce que ça veut dire, ces priorités-là, pour l'industrie, pour le monde qui travaille au sein des PME un peu partout au Canada. Puis comment se positionner avec ces priorités-là, là, si on a des décisions à prendre là, au point de vue industriel pour supporter le gouvernement dans les prochains mois, les prochaines années. Puis surtout, je voudrais peut-être approcher un peu le genre de brouillard ou de flou entre un désir stratégique qui semble assez clair, un côté bureaucratique qui prend du temps à suivre, puis un côté défense là, qui semble être absent un peu là, de ce qui se passe, de la définition de ces besoins prioritaires-là. Là, puis on n'est pas trop certain où la défense est de ce côté-là. On pense à l'exemple du F-35 où la défense dit ben, c'est le meilleur avion, c'est ça que ça nous prend, semble complètement absent de ce qui se passe de la dimension américaine. Quand on a un gouvernement qui dit moi je vais arrêter d'acheter américain puis je m'en vais ailleurs. Je veux mettre comme background un peu là-dedans, c'est la différence que je vois personnellement entre l'approche européenne à la menace géopolitique qui se passe dans le monde, puis l'approche canadienne. Je pense que les facteurs considérés sont les mêmes pour tout le monde là, dans la géopolitique. On voit une menace militaire russe. On voit une menace militaire grandissante du point de vue de la Chine. Puis ça, c'est depuis plusieurs années. Ce n'est pas nouveau là, depuis quelques mois. Là, depuis une décennie, dans l'Ouest, on suit la montée russe. On suit la montée chinoise. Je pense que le troisième facteur qui vient compliquer les choses grandement pour tout le monde, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Le retrait apparent des États-Unis des ententes qu'ils ont avec les alliés européens en fait de défense, avec les alliés asiatiques. On n'est plus sûr où les États-Unis vont être. Si on a besoin de se défendre, si les États-Unis vont être là ou pas. La menace un peu économique là, qui semble peser avec les tarifs vers l'Europe et le Canada, là, c'est les trois facteurs, là, la Russie, la Chine, puis le côté américain, sont les mêmes, mais du côté européen, la réponse à cette situation géopolitique-là en est une là, qui est prioritairement défensive. Là. On a peur de la Russie, on a peur de la menace là, qui est aux portes de l'Europe. Puis la priorité semble être à se réarmer. On veut absolument se préparer défensivement, puis on va développer l'industrie pour supporter cet effort-là de réarmement. Puis l'industrie va être développée, oui, pour aider le réarmement, mais aussi pour combler l'incertitude envers un système d'approvisionnement militaire qui a été longtemps seulement presque américain. Je trouve ça différent avec le Canada où, au Canada, ici, la menace qu'on semble sentir n'est pas nécessairement militaire en premier, elle est surtout économique. La menace qu'on semble sentir du gouvernement, c'est les États-Unis qui semblent vouloir étouffer ou en tout cas pousser beaucoup là, pour changer le rapport économique au Canada qui nous affaiblit et qui nous menace. La réponse, même si on sent qu'il y a une menace militaire chinoise et russe, je pense qu'au Canada, là, on est tous conscients là, que, qu'on le veuille ou pas, là, si jamais il y a une menace militaire au Canada, les États-Unis vont répondre. Les États-Unis vont défendre le Canada, qu'on le veuille ou pas. On est un peu leur cour arrière, puis on est un peu en pratique un protectorat américain où les Américains ne laisseront jamais quelqu'un toucher au Canada sans répliquer. Donc, la réponse canadienne n'est pas nécessairement de bâtir le militaire pour répondre à une menace militaire, mais beaucoup plus
On va bâtir le militaire, mais ce qu'on veut en premier, c'est bâtir une industrie. On a besoin d'une industrie beaucoup plus forte, beaucoup plus indépendante des États-Unis. Puis le côté militaire, industrie militaire, devient un moteur super important dans cette montée industrielle-là, surtout étant donné les marchés qui se développent partout dans le monde. Donc, si en Europe, on a une industrie qui sert à supporter le réarmement, au Canada, c'est beaucoup plus le réarmement qui semble supporter l'industrie. Mettons là-dedans maintenant les capacités souveraines prioritaires qui ont été publiées. Un gouvernement qui parle beaucoup de ce qu'on va faire industriellement, un peu moins de ce qu'on va faire défensivement ou quelle sorte d'armement militaire qu'on a besoin. Comment ça va évoluer ça dans les prochaines années? Comment vous voyez ça, ces capacités souveraines prioritaires-là? Puis comment l'industrie, là, maintenant, doit aborder ce côté-là, là, puis aller de l'avant là, avec tous les fonds qui sont mis de l'avant là, pour supporter ce développement-là? Bien, merci beaucoup. Écoutez, en guise d'introduction, là, je dirais que l'instabilité géopolitique mondiale actuelle force le Canada et bien d'autres pays à revoir leurs priorités puis leurs investissements en matière de défense et sécurité. Alors, on en a eu la preuve là, lors du dépôt du dernier budget fédéral, où il a été annoncé, entre autres, que le gouvernement fédéral allait investir tout près de 82 milliards de dollars supplémentaires au budget de la défense pour les prochaines 5 années. Alors, c'est énorme en matière d'investissement supplémentaire. Et à l'intérieur de ces investissements supplémentaires, on réserve environ 6,6 milliards, une initiative qu'on appelle la stratégie industrielle de défense. Alors, la stratégie industrielle de défense du Canada a été publiée tout dernièrement à la fin février. Alors, c'est un document qui est encore tout chaud. Et là-dedans, on parle effectivement des principales capacités souveraines du Canada. Là, je vais y revenir là-dessus un peu plus tard, mais il faut comprendre dans quel mécanisme ça s'imbrique tout ça. Alors, ce que le Canada a décidé de faire, c'est de devenir beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant en matière d'acquisition reliée à la défense et la sécurité. Comme vous l'avez dit, Général Blondin, avant ça, la grande majorité de nos acquisitions, autour de 70%, ça provenait des États-Unis. Mais je pense qu'on comprend tous maintenant qu'on doit, à la limite, réévaluer cette situation-là et peut-être s'ouvrir à d'autres alliés. C'est pour ça, entre autres, qu'on est de plus en plus là, en lien avec les efforts d'investissement militaire européen, par exemple. Et la stratégie industrielle de défense, elle s'oriente autour de 3 grands verbes d'action. Alors, le premier, c'est on va construire chez nous. Alors, donc, ça, c'est la base d'une base industrielle de défense, là. C'est-à-dire, donc, au lieu d'acheter à gauche et à droite, comme on faisait toujours, et qu'on s'approvisionnait pas beaucoup, en fait, chez nous au Canada. Là, maintenant, l'intention, c'est de construire chez nous et d'acheter canadien en priorité. Alors, ça, c'est la phase construire. L'autre phase, c'est collaborer. Collaborer, ça veut dire, ben, si on n'a pas nécessairement les ressources chez nous pour construire tout ce qu'on a besoin, alors à ce moment-là, on va évidemment envisager collaborer avec des alliés. Alors, écoutez, les alliés, pour l'instant, ça va toujours demeurer les Américains, c'est clair. Mais on s'ouvre aussi à d'autres marchés, comme je le disais tout à l'heure, entre autres les Européens. Et finalement, la troisième étape, si vous voulez, de ce processus-là, après construire, collaborer, on est aussi ouvert à acheter ailleurs, tout simplement.
Alors, de l'équipement qu'on peut se procurer là, déjà tout prêt, là, qui est prêt ailleurs. Alors, vous voyez la priorité. Construire chez nous en premier. Ensuite, collaborer avec des alliés et finalement, acheter. Et les 10 principales capacités souveraines du Canada que je vais vous parler font partie de la première phase. Quand on dit qu'on veut construire chez nous, ça veut dire qu'on veut être plus autonome, qu'on va avoir une plus grande autonomie stratégique, une plus grande indépendance. On veut être capable de construire ce qu'on a besoin pour assurer notre souveraineté dans le monde de la défense. Et c'est là qu'on a publié cette fameuse liste de 10 principales capacités souveraines. Alors, il faut comprendre aussi que cette liste-là est bonne au moment où on se parle. Elle va évoluer fort probablement avec le temps, mais au moins, on a un point de départ. Et si vous voulez, je pourrais vous énumérer rapidement là, ces 10 capacités souveraines qui ont été clairement énoncées dans la stratégie industrielle de défense. Ben, ce serait peut-être intéressant là, de passer peut-être à travers les 10, puis peut-être insister sur ceux que tu crois qui sont peut-être les plus importants ou les plus porteuses de développement là, pour le Canada. Oui. Ben, écoutez, le Canada, on ne part pas, vous savez, moi je parle souvent qu'au Canada, puis au Québec aussi, hein, on est en train de dédouaner la défense et la sécurité. Vous savez, avant, c'était un peu tabou parler de la défense et de la sécurité. Mais on ne part pas de rien, là. Vous savez, les derniers chiffres que nous pouvons consulter là, démontrent que en date de 2022, il y avait quand même au-dessus de 80 000 emplois au Canada reliés à des industries de défense, là. Alors, on ne part pas de rien. Puis le Québec, en passant, on occupe à peu près le quart de ça, là. Fait qu'on a déjà une base d'industrie de défense et sécurité. On en parlait moins. Et là, maintenant, comme je vous dis, on est en train de dédouaner cette industrie-là. On en parle ouvertement. Alors donc, les capacités souveraines, les capacités auxquelles on est déjà assez bien implanté, bon, on peut penser par exemple à l'industrie navale, on peut penser à l'industrie aéronautique, on peut penser à certaines industries qui sont dans le domaine de la munition, dans certaines industries qui sont reliées à la construction de véhicules blindés, par exemple. Alors, voyez-vous, donc, on est déjà présent. On ne part pas de zéro. Mais les capacités souveraines qui sont identifiées, la première, c'est les technologies aérospatiales, justement. Et ça, on est déjà assez bien implanté, là, surtout dans la région de Montréal, où il y a un gros pôle là, en aérospatial dans cette région-là déjà. Deuxième capacité, c'est tout ce qui entoure les munitions. Et ça aussi, on ne part pas de zéro. On a déjà des industries qui produisent de la munition au Canada de tout ordre. Troisième capacité, c'est ce qu'on appelle les systèmes numériques. Alors, comment on fait pour communiquer? Là-dedans, on peut inclure l'intelligence artificielle, l'informatique, les communications quantiques. Alors, tous les systèmes numériques, c'est une autre capacité souveraine. Ensuite, on parle de soutien, tout le soutien logistique pour toutes les composantes des forces armées. C'est important, si on veut demeurer souverain, qu'on soit capable de soutenir nos troupes nous-mêmes. Et là, on parle évidemment le soutien à la marine, à l'aviation, à l'armée du Canada. Une autre capacité, c'est la protection du personnel. Alors, comme par exemple des contre-mesures médicales. Comment on fait pour protéger notre personnel? Vous savez, quand on se déploie en opération, la protection de notre personnel, même si on est déployé dans des endroits souvent dangereux, ça demeure une priorité. Alors, on a perçu ça comme une capacité souveraine. Une autre capacité, c'est les capteurs. Alors, des capteurs marins, des capteurs quantiques.
des capteurs qui pourraient nous être utiles dans la guerre électronique. Alors, comment on fait pour capter des risques, des menaces? Septième, les technologies spatiales. Alors, vous savez, le domaine spatial, c'est aussi un domaine de confrontation actuelle. Vous savez, souvent, les gens, quand ils pensent, par exemple, à la guerre, ils vont penser au domaine traditionnel de confrontation, c'est-à-dire le domaine terrestre, le domaine naval, le domaine aérien. Ça, ce sont les domaines de confrontation traditionnels. Mais il y en a d'autres. Le domaine spatial, domaine cyber, la bulle de l'information, la guerre dans le domaine cognitif. Alors, voyez-vous, donc, il faut s'ouvrir à tous ces nouveaux domaines de confrontation-là. Et donc, une des priorités adresse justement ces nouveaux domaines, la technologie spatiale. Une autre capacité souveraine, c'est ce qu'on appelle la fabrication spécialisée. On parle ici de véhicules terrestres, on parle de navires de surface, on parle de brise-glace, de systèmes maritimes. Neuvième, formation et simulation. Alors, on sait que de plus en plus, il y a tellement de modèles de simulation qui sont bien faits. On fait de la très bonne simulation au Québec et au Canada. Alors donc, au lieu d'envoyer, par exemple, toujours nos soldats en exercice sur le terrain, on peut faire déjà une bonne partie de leur entraînement en simulation. Alors, c'est une capacité qu'on juge souveraine. Et finalement, la dernière, la 10e, c'est relié au système autonome. Alors, comme par exemple les systèmes terrestres, les systèmes aériens comme les drones, des drones sous-marins. Alors, voyez-vous, de plus en plus, on a juste à penser à l'Ukraine, comment les drones sont exploités en Ukraine. On a juste à penser à l'Iran en ce moment, comment les drones sont exploités en Iran. Et c'est pas juste des drones aériens, il y a des drones maritimes aussi, et les drones terrestres font leur apparition aussi. Alors, ça serait une 10e capacité souveraine. Alors, ces 10 capacités-là sont déjà relativement établies. Certaines sont bien établies au Québec et au Canada, mais on va vouloir investir davantage. On va vouloir davantage intéresser les PME du Québec et du Canada à ces 10 domaines souverains-là. Donc, c'est l'intention qui est clairement énoncée dans la stratégie industrielle de défense. Puis, un autre facteur qui est intéressant là-dedans, c'est que dans ces 10 capacités souveraines-là que je viens de vous annoncer, il y a plusieurs technologies qui sont ce qu'on appelle à double usage. Alors, des capteurs, ça peut être utile dans le monde civil aussi. Des drones, c'est utile dans le monde civil aussi. Pour vous donner des exemples, pour, par exemple, surveiller des feux de forêt, des inondations. Alors, vous voyez, donc, il y a plusieurs de ces capacités-là qu'on veut davantage exploiter au Canada. On veut favoriser nos industries canadiennes, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste une question d'usage militaire. Pour bien nombre de ça, il y a une capacité civile aussi, ce qu'on appelle le double usage. Et dernier point que je pourrais mentionner, Général Blondin, c'est que, vous savez, quand même si on investit davantage dans notre défense, des budgets qu'on n'a jamais vus, comme vous avez dit, de notre vivant. Vous vous souvenez que le premier ministre Carney a dit que le Canada va mettre 5% de son produit intérieur brut à la défense d'ici 2035. Vous savez, on n'a jamais vu ça. Et ce qui est intéressant dans le 5%, c'est qu'on en prendrait 3,5% de notre PIB à des projets de défense, mais un 1,5% de notre PIB à des projets qu'on lie plus à la sécurité. Alors, voyez-vous, donc, des projets un peu différents. Donc, énormément de fonds qui sont réservés pour ça, mais on veut favoriser notre industrie canadienne et québécoise là, dans
les 10 capacités souveraines que je viens de vous énoncer. C'est très intéressant. Écoutez, il nous reste un petit peu de temps, là, mais j'aimerais peut-être aborder vite fait une dernière question. Les forces armées, là, en tout cas, moi, à travers ma carrière, j'ai été habitué longtemps, surtout au niveau de l'aviation, là. Quand on a besoin de matériel, là, on s'achète des produits qui sont déjà développés et éprouvés. Puis on les achète ailleurs parce que on les développe pas au Canada, puis on n'en a pas au Canada, on s'est débarrassé pas mal de cette industrie-là militaire depuis longtemps. C'est une culture là, dans les forces armées canadiennes. Puis je pense que ça développe, ça favorise pas le développement là, industriel canadien là, au niveau de la défense, là. Comment qu'on pivote vers un système là, qui est, à mon avis, beaucoup plus cher, là, mais qui favorise un développement, l'emploi canadien, puis un approvisionnement canadien, là. On développe nos propres machines, on fait la recherche avec l'industrie, puis éventuellement, ben, c'est ça qu'on a pour les forces armées canadiennes. Même si ce n'est pas nécessairement le meilleur au monde, mais au moins, là, ça nous assure une source d'approvisionnement canadienne. Comment on se rend là? Ben, écoutez, là, pour l'instant, on a une stratégie. Une stratégie, c'est un morceau de papier, là, mais c'est important. Mais on part de là. Mais là, le défi, ça va être d'opérationnaliser cette stratégie-là. Et quand on rencontre des gens qui sont en affaires, des entreprises qui sont intéressées, évidemment, ces gens-là posent des questions beaucoup plus terre à terre. OK, mais ça veut dire quoi pour moi tout ça, là? Moi, j'entends parler de milliards, j'entends parler de priorités, mais moi, je suis intéressé. Mais comment je fais pour, par exemple, obtenir des contrats puis me lier à ces efforts-là? Alors, vous savez, l'intention du premier ministre et des ministres sont claires. C'est clair, ça. On sait où on s'en va, là. Et en bas, au niveau tactique, on a des entreprises, évidemment, qui sont de plus en plus intéressées à participer à cet effort-là. Là, c'est le milieu. Vous savez, c'est entre les deux où, vous savez, on a souvent accusé notre système d'approvisionnement d'être très crispé, hein. Ça prend 15 ans à obtenir quelque chose, une pièce d'équipement majeur au Canada. Ça prend à peu près 15 ans. Alors là, quand on regarde l'environnement international actuel, comment ça bouge, puis ça va vite, puis est-ce qu'on a toujours 15 ans devant nous pour acquérir quelque chose? Hein, vous avez connu ça dans l'aviation, Général Blondin, hein, souvent quand on commande de quoi, puis quand on le reçoit, ben, quand on le reçoit, il faut déjà l'améliorer parce qu'il est déjà plus à date. Bon. Alors là, il y a un facteur de temps, mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que même s'il y a des messages importants qui sont clairs dans la stratégie industrielle de défense, ça ne veut pas dire que demain, tout va changer, là. Vous savez, même si on dit qu'on veut minimiser ou diminuer notre lien avec les Américains, on veut aller voir ailleurs, puis tout ça, c'est une belle intention, on comprend pourquoi, mais ça ne se fera pas demain. Alors, il va y avoir une période de transition. Il y a cette fameuse là, agence industrielle de la défense qui a été mise sur pied déjà en octobre dernier, là. Dont le mandat, justement, ça va être de diriger tous ces efforts-là, parce que ce qui est intéressant aussi dans la stratégie industrielle de défense, c'est que dès à la page 4, on voit le message de 3 ministres ou un secrétaire d'État puis de 2 ministres qui proviennent de 3 ministères différents. Alors, évidemment, il y a la défense, mais il y a aussi le ministère de l'Industrie, puis il y a le ministère de l'Approvisionnement. Alors là, on voit qu'il y a 3 ministères d'impliqués dans cette stratégie-là. L'intention de l'Agence industrielle de la défense, c'est de synchroniser mieux et plus rapidement les efforts de ces 3 ministères-là pour qu'on fasse, par exemple, vous savez, il y a des budgets qui sont liés à la recherche et au développement, là, des budgets majeurs. On veut être capable de commercialiser beaucoup plus rapidement
des idées qui vont venir de la recherche et du développement. Alors, vous voyez, tous les intentions, les messages sont dans la stratégie. On a une base d'entreprise qui est de plus en plus intéressée à contribuer directement. Et là, donc, ça veut dire que le niveau entre ces deux extrêmes-là doit être en mesure de livrer la marchandise, là. Entre autres autour de l'Agence industrielle de défense. Donc, c'est là où on est, là. Alors, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a énormément de colloques, les chambres de commerce, toutes sortes d'agences qui, vous savez, on va dans des colloques sur l'industrie de la défense, il y a 200, 300 personnes qui sont là. On n'a jamais vu ça, là. Alors, ça vous démontre l'intérêt, mais les entreprises ont des questions précises sur des, qu'est-ce que je peux avoir, moi, de cette stratégie-là? Quel genre de risque vous me demandez de prendre? Et si, par exemple, je construis une pièce d'équipement, allez-vous être Canada, allez-vous être au moins les premiers à me l'acheter? Parce que ça arrivait souvent dans le passé où on a des industries canadiennes qui produisaient de l'équipement lié à la défense et la sécurité, mais qui n'étaient pas achetés par le Canada, mais achetés par d'autres pays. Alors, vous voyez un peu la situation dans laquelle on était. Alors là, maintenant, ce qu'on dit clairement dans la stratégie industrielle de défense, c'est autour des 10 capacités souveraines, on va acheter canadien. Alors ça envoie un message fort. Là, maintenant, comment rapidement on va être en mesure de ça, là, c'est là que tout le monde est en train de s'atteler là, pour opérationnaliser cette stratégie-là. Écoute, je trouve ça super intéressant, Richard. On pourra en parler pendant des heures. Il y a tellement de dimensions là-dedans. Mais je pense qu'on a fourni quand même un peu d'informations qui peut être utile autour des priorités de la défense. Je pense que, si tu le permets, on va partager tes coordonnées. S'il y a des auditeurs, des compagnies qui auraient besoin d'aide, qui auraient besoin d'un peu plus de conseils ou ont des questions ou veulent en discuter un peu plus avec toi, là, qui puissent communiquer avec toi, encore une fois, au sein de InnoCentre, je pense que vous fournissez un service essentiel dans une période super intéressante là, au point de vue géopolitique canadien. Je te remercie de ta présence, puis encore une fois, là, bonne chance dans les projets futurs. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est fort apprécié. C'est maintenant le moment du conseil juridique du jour en matière d'immigration. Et pour vous présenter ce conseil, j'invite à nouveau M. Marc-André Séguin, qui est associé et cofondateur de la firme Exeo. Marc-André, bonjour. Bonjour, Pierre. Le Québec a la réputation, Marc-André, d'avoir un système d'immigration plus complexe que le reste du Canada, je le dirais comme ça. Pour un entrepreneur québécois qui veut recruter à l'international, c'est un avantage ou un obstacle? Pierre, je vous dirais les deux à la fois, selon comment on l'aborde. Donc, il faut savoir, effectivement, le paysage en immigration au Québec a des fois fait les manchettes pour ses tergiversations, pour des réformes plutôt difficiles à prévoir. Mais il faut savoir que ce paysage-là permet quand même, offre certains avantages aux employeurs. Okay. Par exemple, pour des professions en pénurie documentée, l'exigence qu'on ait tenté de recruter un Canadien ou un Québécois avant de recruter à l'étranger n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le traitement simplifié.
Pour l'année 2026, la liste des professions assujetties au traitement simplifié comprend notamment des ingénieurs, des techniciens en aérospatial, des superviseurs en construction, en fabrication, des soudeurs, des électriciens. Ça permet de déposer une demande rapidement et c'est un gain de temps réel. Maintenant, il y a une nuance importante. Ce type de procédé simplifié ne s'applique pas de la même façon partout. Il y a des exemptions régionales. Ce que je dirais, sans rentrer dans les technicalités, c'est que c'est un système qui, à l'heure actuelle, bénéficie grandement aux entreprises situées en région, qui vont se trouver dans une position nettement plus favorable pour utiliser les leviers qu'offre le recrutement à l'international. Sur la résidence permanente, il faut toutefois nommer la réalité clairement. Donc, le système québécois est en turbulence à l'heure actuelle. L'abolition du programme d'expérience québécoise en novembre 2025 a créé énormément d'incertitudes pour plusieurs employeurs et évidemment des travailleurs étrangers. Notre associé d'ailleurs chez Exeo, qui était coprésidente de l'Acadie au moment des faits, a témoigné devant l'Assemblée nationale sur ce dossier-là, puis a publiquement manifesté les préoccupations de bon nombre de gens, entrepreneurs et familles de travailleurs étrangers. Le PSTQ qui le remplace fonctionne par invitation mensuelle, sans résultat garanti. Ce n'est malheureusement plus un système prévisible. Mais, Pierre, je dirais une chose, ces changements-là, ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Ça veut simplement dire qu'on construit des stratégies qui ne reposent plus sur un seul programme. Et c'est là aussi que travailler avec des conseillers qui peuvent nous guider à travers ces changements-là et ces changements d'horizon-là prend toute sa valeur. Merci beaucoup, c'est très précieux. Merci pour ce conseil du jour, Marc-André. Merci. Alors, bonjour, chers participants. C'est maintenant la deuxième partie de ce profil d'entreprise que nous faisons avec Groupe ProB, une entreprise industrielle dont les capacités dépassent les frontières des projets industriels que l'on peut connaître au Québec, donc qui sont impliqués dans les grands projets industriels. Et avec nous pour en parler, on a encore une fois l'honneur de recevoir Pierre-Olivier Desmarais, responsable du développement des affaires dans cette entreprise. Monsieur Desmarais, bonjour. Bonjour Pierre. Parlez-nous justement des capacités de Groupe ProB. Je comprends qu'il y a plein de possibilités, notamment dans le secteur de la défense, évidemment. Un secteur que vous connaissez bien, puis dans lequel vous voyez plein d'opportunités venir encore. Mais parlez-nous des capacités de Groupe ProB pour que nos auditeurs, qui sont pour plusieurs des chefs d'entreprise, voient peut-être une occasion de partenariat ou une occasion d'affaires quelconque. Bref, c'est ce qu'on veut essayer de susciter aussi par cette série. Donc, chez Groupe ProB, on a deux grands volets qu'on offre. Le premier, c'est notre rôle d'entrepreneur général où on prend en charge des projets industriels complexes, de la planification jusqu'à l'exécution puis la livraison du projet. Puis le deuxième, qui est notre capacité de fabrication. Dans le fond, on a nos installations à Trois-Rivières dans lesquelles on fait de la structure d'acier, de la tuyauterie industrielle, puis de la chaudronnerie spécialisée. Donc, dans la chaudronnerie, on fait des échangeurs de chaleur, on fait des réservoirs sous pression, etc. Ce qui nous distingue, c'est vraiment la combinaison de ces deux forces-là. Ça comprend autant les enjeux de chantier que les réalités de fabrication. Puis ça nous permet d'offrir des solutions complètes dans les prix puis dans les temps pour nos clients. Merci beaucoup pour ces explications, M. Desmarais. Puis on se revoit très bientôt pour la troisième capsule. Merci, Pierre. Bonjour et bienvenue à ce balado qui est dans notre série des entreprises canadiennes et ce qu'on essaie de faire pour vous aider. Aujourd'hui, on veut parler un peu plus sur comment les entreprises canadiennes peuvent se positionner dans les segments jugés stratégiques. Puis notre invité aujourd'hui, c'est Mme Pascale Saint-Onge, qui a été ministre des Sports et surtout ministre responsable de l'Agence de développement économique pour les régions du Québec.
Elle a été aussi ministre du Patrimoine canadien, ministre du Tourisme. Là, son passage en politique, c'était de 2021 à 2025. Euh, une expérience assez pertinente pour ce qui se passe aujourd'hui. Elle agit maintenant comme conseillère exécutive au sein de la firme de Tact à Montréal. Puis j'ai pensé de l'inviter pour parler un peu de son expérience de la dernière année, parce qu'avec ce qu'elle a vécu en politique, puis à sa sortie de la politique, là, maintenant, tout d'un coup, là, il se passe un peu quelque chose au niveau fédéral, puis au niveau du Québec. Euh, Super intéressant de l'avoir avec nous. Madame Saint-Onge, bienvenue. Bonjour, et puis merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait plaisir là, de venir jaser de tout ce qui se passe au Canada, notamment dans le secteur de la défense. Ben, écoutez, dans un contexte québécois là, où le secteur de la défense, ça n'a jamais vraiment été encouragé ou valorisé, là, à part pour quelques grosses compagnies comme CAE ou Bombardier là, au Québec. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des centaines de petites, moyennes entreprises? Moi, je le vois sur le terrain. J'agis comme conseiller aussi avec des entreprises. Mais c'est des entreprises qui n'ont jamais pensé au secteur de la défense, qui ne connaissent vraiment pas ça. Mais je vois une volonté de vouloir se mobiliser pour suivre le gouvernement fédéral dans sa stratégie industrielle de défense. Euh, Comment vous voyez ça, vous? Bien, c'est un moment historique vraiment là, au Canada. Mais avant d'embarquer là-dedans, Yvan, si tu me permets, j'aimerais ça juste prendre 2 petites secondes. Un, pour te remercier, toi, personnellement, pour ton service dans les forces armées et pour le service public là, au niveau du Canada, mais aussi tous les militaires qui servent le Canada puis qui assurent notre défense. Et notre sécurité, là. C'est un service, je pense, qu'on a longtemps sous-estimé au pays et notamment au Québec. Et moi, en tout cas, je trouve ça formidable présentement, qu'est-ce qui se passe comme prise de conscience au pays. Et je pense que tout ça, qu'est-ce qui arrive présentement, le soutien annoncé du gouvernement fédéral pour les forces armées, de réinvestir pour rencontrer nos objectifs de l'OTAN, qui est le 2 qui est déjà atteint, mais il faut qu'on se rende à 3,5 et puis 5 quand on inclut là, des investissements en sécurité. C'est vraiment une réponse du Canada par rapport à un contexte géopolitique qui est extrêmement tendu, mais particulièrement notre relation avec les États-Unis. Sur laquelle on a longtemps compté pour assurer notre défense au pays, pour défendre notre souveraineté. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on doit prendre nos responsabilités davantage comme pays à cet égard-là. Donc, il y a un signal important qui est envoyé par le gouvernement du Canada, notamment dans les investissements puis les sommes colossales qui ont été annoncées et déjà dépensées pour soutenir davantage les forces armées puis rencontrer nos objectifs. Mais il y a aussi un contexte social au Québec puis au Canada qui est en train de changer, où il y a une nouvelle acceptabilité sociale par rapport à la nécessité pour le gouvernement d'investir dans le secteur de la défense. Donc ça, c'est la première chose, là, je pense, qui est important de noter, ce changement au niveau des politiques gouvernementales, mais aussi au niveau de l'acceptabilité sociale. Puis ensuite, ce qui est intéressant, puis ce qui fait, je pense qu'il y a un éveil de la part de plusieurs PME qui se posent la question à savoir si elles peuvent, elles aussi, faire affaire avec la défense au Canada, c'est qu'il y a une volonté du gouvernement canadien, non pas juste d'investir de l'argent puis de le dépenser en approvisionnement de toutes sortes, mais de monter la part d'achat canadien au moins à 70 et c'est ce qui fait que il va y avoir un tissu industriel qui va se développer au Canada, notamment qui va inclure des petites et moyennes entreprises dans des grandes chaînes d'approvisionnement avec des grands donneurs d'ordre, mais des nouvelles opportunités aussi de tout genre qui vont apparaître là, pour les Canadiens, puis les Canadiennes, puis les Québécois en particulier. Donc, c'est un peu ce qui se passe présentement. Puis je dirais qu'en ce moment, l'étape dans laquelle on est, c'est qu'il y a une espèce d'alignement pour le gouvernement fédéral, de s'assurer que cette nouvelle stratégie industrielle de défense-là va réussir. Et donc, on est présentement dans une espèce de grosse réorganisation de toutes sortes d'aspects dans notre société pour répondre à l'impératif du moment. Juste des petits exemples, il y a des leviers financiers qui n'existaient pas auparavant, qui sont en train d'être mis à la disposition des entreprises qui voudraient faire affaire avec les forces armées, que ce soit au Canada ou à l'étranger, avec des pays alliés.
Ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Parce que vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'acceptabilité sociale autour du secteur de la défense, du secteur industriel de la défense, les grandes banques et toutes sortes de fonds d'investissement s'étaient complètement retirés de ce secteur-là parce que ça présentait trop de risques. Et aujourd'hui, il y a des signaux qui sont envoyés par le gouvernement canadien, donc de mettre de l'argent, mais aussi de solliciter des institutions canadiennes comme la Banque de développement du Canada, Exportation Développement Canada du côté du gouvernement du Québec et Investissement Québec, qui sont en train de mettre à la disposition des entreprises toutes sortes de leviers financiers pour dérisquer les investissements dans le secteur de la défense puis attirer des nouveaux capitaux privés là, pour qu'on réussisse véritablement à réindustrialiser le pays dans le secteur de la défense. Donc, ça, c'est juste un exemple de ce qui se passe présentement. Et tout ça, c'est guidé par une prise de conscience vraiment globale, comme quoi notre souveraineté puis notre façon de vivre est menacée dans le contexte géopolitique actuel, puis qu'il faut se responsabiliser comme pays, comme province. Et donc, c'est important que cet éveil-là, je dirais, ou cette prise de conscience-là se rende jusqu'à nos PME, puis dans tous les secteurs. Donc là, on peut penser évidemment à ce qui touche aux munitions, à ce qui touche à l'aérospatial, à ce qui touche aux brise-glaces, etc. Ça, c'est des choses qui sont comme un peu évidentes là, du côté des approvisionnements de l'armée, puis que c'est des gros montants, on en parle beaucoup, c'est des gros contrats. Mais il y a plein d'autres choses qui vont venir avec ça. Des investissements en infrastructure pour restaurer les bases militaires, pour construire du logement pour les nouveaux militaires qu'on doit accueillir dans les forces armées, par exemple, au niveau de l'assurance, au niveau des soins de santé, au niveau de l'alimentation de nos forces armées. Fait que c'est pas juste qu'est-ce qu'on peut penser qui est clairement concerné là, par l'approvisionnement en défense, mais c'est tous les services qui viennent avec, puis de prendre soin de nos militaires, prendre soin de nos forces armées. C'est ça aussi qui va compter et que les PME doivent avoir en tête quand on pense à la réindustrialisation puis à la stratégie de la défense. Écoute, Pascal, moi, je suis un ancien militaire, puis j'ai vécu Ouais. quand même là, 35 années là, de gouvernement, de politique de défense. Puis je dirais là, que les investissements que j'ai vus, moi, dans ma vie, puis ce que j'ai appris à connaître comme étant Canadien, c'est quand le gouvernement décidait d'investir en défense, c'était momentané, c'était dû à une crise comme l'Afghanistan où tout d'un coup, il faut faire une opération, puis là, il y a des promesses de budget, puis d'investissement en défense, puis on va se rebâtir, puis aussitôt que la crise est passée, pouf, ça tombe. Je suis peut-être naïf, là, mais je sens une différence aujourd'hui. Je sens un mouvement là, qui est de fond. Là. C'est pas juste du gouvernement. Je me sens que le gouvernement représente cette population-là qui veut vraiment un changement, là, qui veut quelque chose. Est-ce que, d'après toi, là, avec ton expérience, est-ce que ça va durer, là? Est-ce que nos compagnies qui vont investir, là, ils vont se retrouver dans 3 ans, 4 ans, nouveau gouvernement, puis tout d'un coup, là, on revient à ce qu'on était avant? Bien, c'est sûr qu'on est dans un contexte où je pense qu'on peut s'entendre pour dire que le monde est plus dangereux que jamais. Malheureusement. Et ça, c'est un recul pour l'humanité, malheureusement. Mais je pense que le changement de mentalité puis la prise de conscience qu'on vit au Canada, elle va durer pour une longue période dans le temps, pour plusieurs raisons. Je ne crois pas qu'on va reconnaître dans les 5 ou 10 prochaines années une stabilité mondiale comme celle qu'on a connue, par exemple, à la fin de la guerre froide dans le monde. Donc, pourquoi? Ben parce que il faut prendre acte de ce que le premier ministre Carney a dit, mais de ce que le monde dit de façon générale. Mais pour le Canada, c'est que la relation avec les États-Unis ne sera plus jamais la même. Il y a eu un bris, il y a eu un bris de confiance. Il y a eu... Puis tu sais, le protectionnisme qu'on voit aux États-Unis ne date pas juste de Trump 2.0, de Trump version mandat actuel. Mais c'est un mouvement, puis c'est un mouvement de fond aux États-Unis, ce protectionnalisme-là, cette volonté-là d'une partie des Américains de vouloir se retirer des grandes institutions internationales, de ne pas privilégier ou favoriser les relations avec les alliés. Donc, et le Canada prend acte de ça
le Canada comme gouvernement, mais je pense comme citoyen aussi, on prend acte de ça. Et quand on pense aux grands changements géopolitiques, au fait qu'on se retrouve avec des grandes puissances qui changent les relations à travers le monde, le Canada, et surtout aussi avec les changements climatiques, par exemple, donc notre vulnérabilité vers le nord qu'on n'avait pas nécessairement par le passé, puis qu'on voit aujourd'hui, qui tout d'un coup nous rapproche de la Russie, qui nous rapproche aussi de la Chine, avec des armes de longue distance, etc., etc. Aussi une technologisation, si je peux le dire comme ça, ou un raffinement des technologies au niveau des forces armées à travers le monde. Malheureusement, je ne pense pas qu'on va connaître un recul par le passé. Puis vers le passé, et c'est un éveil qui va devoir perdurer dans le temps pour le Canada. Maintenant, c'est sûr que ça représente des défis qui sont très importants pour le Canada quand même. C'est des investissements massifs et très rapides. Et dépenser beaucoup d'argent au Canada, ce n'est pas nécessairement simple parce qu'on a des règles pour l'approvisionnement, pour les octrois de contrats, pour que l'argent public soit quand même dépensé de façon intelligente et pour avoir un maximum de retombées pour les Canadiens et les Canadiennes. Puis il y a une imputabilité du gouvernement. Donc, il y a des grands risques et des grands périls aussi pour le gouvernement canadien dans l'opérationnalisation de sa stratégie de réinvestissement dans le secteur de la défense. Et pour ça, il va falloir vraiment une excellente collaboration, je dirais, avec l'ensemble des institutions qui s'intéressent au secteur, mais aussi une alliance puis un maillage là, qui doit se faire entre le gouvernement, entre les forces armées elles-mêmes et leurs besoins et tout notre tissu industriel au Québec et au Canada pour que ça connaisse du succès, parce que sinon, c'est sûr que l'acceptabilité sociale risque d'être ébranlée. S'il y a des choses qui ne se passent pas bien, si on n'obtient pas les résultats souhaités. Donc, il y a quand même, je dirais, beaucoup de risques et de périls à surveiller là-dedans. Puis, l'autre chose qu'il faut qu'on s'avoue, franchement, c'est qu'il n'y a pas eu encore de grandes discussions autour des enjeux éthiques d'un investissement dans le secteur de la défense. Nos entreprises, oui, vont vouloir approvisionner le Canada, mais vont vouloir aussi être capables d'exporter. Si une entreprise investit pour développer un produit, mais que le marché canadien n'est pas suffisamment grand, ils vont vouloir exporter. Alors, on exporte où? Évidemment, on va vouloir exporter vers nos pays alliés, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de l'exportation qui se fait parfois en dehors. Et quand on entend des histoires après ça ou des choses, l'utilisation du matériel fabriqué au Canada, c'est là que des fois l'acceptabilité sociale est aussi ébranlée. Donc, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réflexions qui vont guider le déploiement de cette stratégie industrielle de la défense-là. Mais puis mon petit côté anciennement syndicaliste me dit qu'on a pris conscience au Canada que si on veut avoir un rapport de force à l'échelle internationale, on doit avoir les moyens d'appuyer ce qu'on dit. Donc, ça nous prend ce réinvestissement-là dans le secteur de la défense, mais ça ne se fera pas sans embûche. Donc, oui, je suis confiante que ça va se faire. Je suis confiante que ça va durer puis que ça va transformer notre tissu industriel au Canada pour des générations, mais ça va demander beaucoup de concertation, beaucoup de dialogue et beaucoup de volonté là, de tout le monde. C'est intéressant, mais là maintenant, je vais t'amener un peu sur, une fois qu'on a parlé à la politicienne, je veux parler maintenant à la conseillère stratégique, parce que tu aides des compagnies présentement là, à naviguer tout ça. Puis moi, ce que je vois sur le terrain, c'est on est un peu dans un monde où il y a beaucoup d'annonces politiques, il y a des plans stratégiques, mais on sait très bien que le plan doit changer maintenant là, en politique gouvernementale, fédérale, bureaucratique. Puis la bureaucratie, ben c'est un peu en arrière. Là. Souvent, il y a des programmes d'annoncer, puis quand on essaie d'appeler à Ottawa pour savoir comment ça marche, le programme qui vient d'être annoncé, souvent, les fonctionnaires ne savent même pas que le programme va exister ou ce qui va se passer. Comment les entreprises là, qui veulent embarquer là-dedans, là, comment ils font pour naviguer avec ça? Là? Comment ils font pour trouver l'information, là, puis peut-être essayer de se positionner là, dans tout ça? Bien, écoute, je vais répondre à ta question, oui, avec ma perspective de mon chapeau actuel de conseillère qui accompagne des entreprises, mais aussi avec
mon ancien chapeau de ministre parce que quand j'étais ministre du Développement économique, on était dans un autre contexte. Mais il y avait entre autres la pandémie. Donc, il y avait des grands programmes qui étaient annoncés pour soutenir les entreprises, soutenir les individus et tout. Mais tout ça, la manière dont ça s'est transformé, la manière dont ça a été appliqué une fois les grandes annonces faites, puis les programmes vraiment normés puis mis sur pied par les agences, il y a quand même eu un laps de temps. Et je pense qu'on peut faire une espèce de parallèle avec ce qu'on voit présentement. Donc, c'est une chose d'avoir une volonté politique, puis de planifier dans les budgets des investissements, puis d'annoncer les grandes orientations de ces investissements-là. Mais ensuite de ça, l'appareil public doit suivre. Ça prend du temps. C'est comme si on essayait de fabriquer un avion pendant qu'on volait déjà dans le ciel. C'est un peu le contexte dans lequel on se retrouve présentement là, dans le secteur de la défense. Donc, et ça, les entreprises doivent comprendre ça. Doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a une annonce que ça veut dire que demain matin, on va toucher à l'argent. Ou que demain matin, ça va être clair de comment avoir accès à ces contrats-là ou à ces programmes-là de soutien pour les entreprises pour se développer. Ça va prendre un certain temps. Mais ce que ça veut dire, c'est aussi que c'est un bon moment pour les PME puis les entreprises qui veulent se positionner dans le secteur, de faire entendre et de commencer à avoir des discussions avec les différentes agences puis avec les différents départements, de faire entendre comment eux, ils seraient capables de répondre à ces besoins-là que le gouvernement exprime et comment donc normer les programmes de manière la plus efficace possible pour que les PME puissent rencontrer les grands objectifs qui sont formulés dans la stratégie industrielle de défense au Canada. Donc, on est dans cette espèce de fenêtre de battement-là. Et avec mon chapeau aussi d'ancienne ministre du Développement économique, j'ai rencontré énormément de PME partout au Québec, dans toutes sortes de secteurs. Puis une des choses que les dirigeants des PME me disaient tout le temps, c'est qu'il y a vraiment un enjeu pour eux, des PME, donc c'est des plus petites entreprises souvent, où beaucoup reposent sur l'entrepreneur lui-même, sur le gestionnaire lui-même, manque de temps, manque de ressources, etc. Donc, ça comporte des défis aussi pour les PME parce que d'intégrer un secteur aussi complexe que celui de la défense, ça va nécessiter énormément d'investissement de la part des PME en termes de temps, en termes d'énergie et aussi en termes de ressources financières et humaines. Donc, les entrepreneurs là, qui nous écoutent présentement et qui se demandent si leur entreprise devrait tenter de se positionner dans le secteur de la défense, je dirais que ça prend une excellente analyse de risques et d'opportunités et de voir et de commencer tout de suite les conversations avec les différents paliers gouvernementaux, avec les institutions financières aussi qui vont venir en soutien aux PME pour voir si c'est vraiment quelque chose qui est opportun là, pour eux. Surtout quand on part de zéro, là, c'est quand même un long cheminement. Donc, je dirais là, que dans tout ce qui se passe présentement, il y a une part de travail qui revient vraiment à Ottawa. Donc, parce qu'il y a un défi là d'opérationnaliser la grande stratégie industrielle. Donc, eux, ils doivent être à l'écoute du terrain. Et pour ça, ils doivent s'ouvrir au terrain, doivent s'assurer de faire les bonnes consultations, de parler aux bons joueurs. Eux, ils doivent aussi s'assurer de simplifier le fardeau administratif pour les entreprises. Parce que ça aussi, c'est une des choses qu'on doit atteindre pour être capable d'opérationnaliser de façon effective la stratégie industrielle. Et ils doivent s'assurer de trouver des mécanismes et de mettre des mécanismes en place tout en respectant les accords de libre-échange avec les pays avec lesquels on fait affaire, puis nos alliés, mais pour prioriser et soutenir les entreprises canadiennes pour atteindre le 70 % d'investissement dans les entreprises québécoises et canadiennes. Fait que ça, c'est la part de travail que Ottawa doit faire. Maintenant, il y a une part de travail que les forces armées elles-mêmes doivent faire parce que les forces armées et le ministère de la Défense eux-mêmes doivent commencer à tisser davantage de liens avec l'industrie locale. Souvent,
ils ont l'habitude de faire affaire avec leurs fournisseurs, ils savent déjà qu'ils remplissent toutes les normes, tous les critères dont ils ont besoin sur le terrain, la fameuse interopérabilité avec les systèmes aussi de nos alliés, par exemple à l'OTAN ou dans le NORAD et tout ça. Donc, les militaires, les forces armées, la défense elle-même a déjà une certaine ouverture d'esprit à avoir envers les industriels québécois et canadiens là, parce qu'il y a une nécessité d'ouvrir les portes à notre industrie ici. Donc, ça va être un travail à faire. Puis, je dirais que l'autre part de travail revient à l'industrie puis aux PME elles-mêmes. Donc, de se mettre, parce que c'est surtout pour les entreprises qui sont dans le secteur civil et que là, ils veulent offrir justement leurs services ou leurs produits aux forces armées, il faut qu'ils se mettent dans la peau aussi des forces armées, des militaires, de ceux qui vont se retrouver sur le terrain à utiliser dans des conditions qui sont parfois très difficiles et dangereuses, mais à utiliser le matériel, les produits, le matériel ou les services qui sont faits et fabriqués ici au Québec et au Canada. Il faut s'assurer que ce soit fiable, il faut s'assurer que ce soit adapté aux besoins des forces armées quand elles se déploient dans différents secteurs à travers le monde ou qu'elles ont des missions à remplir. Il faut que ça fonctionne sur le terrain. Et ça, il va falloir que les PME et les entreprises le comprennent et s'assurent de rencontrer les standards, de faire le processus pour obtenir les accréditations au niveau de la sécurité, de la conformité, etc., etc. Et ça, c'est un changement de mindset aussi là, pour les entrepreneurs quand on veut accéder à ce terrain-là, à ce secteur-là. C'est un secteur qui est particulier. Donc, tu sais, je dirais que ça, il y a beaucoup de monde là, qui doivent se mettre au travail. J'ai ciblé comme 3 grands acteurs, le gouvernement, la défense et les entreprises elles-mêmes. Fait qu'on a un chantier de travail devant nous au Canada qui est énorme. Je pense qu'il faut en prendre la pleine mesure. Puis pour les entrepreneurs qui vont décider de se lancer, il faut être conscient de ça. Je trouve ça fascinant. Puis en fait, j'ajouterais peut-être une 4e catégorie à ce que tu dis, des personnes comme toi qui se spécialisent maintenant dans ce problème-là, à comprendre les mécanismes, à aider l'industrie, puis à faciliter l'approche de ces petites PME-là. Je le vois surgir dans plusieurs agences, dont TACT, qui commencent à se spécialiser un peu là-dedans. Je trouve ça super important pour pouvoir aider dans cette période-là où ça peut être confus, là, à faire le lien là, un peu entre pouvoir dire aux militaires qu'il faut qu'ils se rapprochent, puis pouvoir dire aux PME qu'il faut que vous compreniez le militaire, là, puis essayer de parler aux politiques aussi là, de comment on explique tout ça. C'est fascinant. J'apprécie beaucoup le 20 minutes qu'on a passé ensemble. Je pense que c'est extrêmement intéressant pour peut-être les entrepreneurs là, qui vont écouter cette balado-là. Je te remercie beaucoup de ton temps et bonne chance dans les entreprises futures. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis, bonne continuité. Puis, bonne chance à tout le monde qui va vouloir faire affaire dans le secteur de la défense. C'est très prometteur. Il y a des belles opportunités. Madame Saint-Onge, merci. Au revoir. Au revoir. Hi, I'm Joanna Davies. And I'm Colin Cook, and we are the co-founders and managing directors of Polaris Advantage. Between us, we bring decades of experience across the Canadian defense, marine, and shipbuilding sectors. As trusted advisors, we've built long-standing relationships and a strong track record of delivering results across this ecosystem. We started Polaris Advantage because we saw a significant gap. Canada needs more Canadian companies from the Royal Canadian Navy and Canadian Coast Guard sustainment ecosystems now and into the future. We help businesses enter and grow in defense, marine, and public safety, supporting both the path and the trajectory into successful futures. And the landscape is changing quickly. With Buy Canadian policies, the Defence Investment Agency, the recently promulgated Defence Industrial Strategy, and shifting global dynamics, it's a much more complex landscape. We work closely with industry and government stakeholders, taking a Team Canada approach to connect the right people with the right opportunities. With a national network and deep expertise in growth, government contracting, and procurement,
we help accelerate your path and trajectory and ensure you are guided and directed by experts. And the time is now. If you'd like to hear more about what Polaris Advantage is doing and our team of experts across the country, please check us out at polarisadvantage.ca. Thank you. Vous avez fait le grand saut. Vous avez investi de longues heures. Vous avez travaillé dur pour faire de votre rêve une réalité. Maintenant, il est temps de faire connaître votre entreprise au monde entier. Mais vous n'avez pas à le faire seul. Notre réseau mondial d'experts en commerce est prêt à vous soutenir dans votre parcours d'exportation. Explorez de nouveaux marchés. Surmonter les défis. Établir des relations fructueuses. Nous sommes le service des délégués commerciaux. Êtes-vous prêt à vous lancer sur le marché mondial?